Merci à vous tous de venir ce soir pour pouvoir présenter la solution développée par TVP Solar. Merci Claude pour l'initiative, c'est vraiment chouette à chaque fois de pouvoir présenter notre solution qui, vous allez voir, est relativement innovante et traite d'une technologie solaire qui est souvent oubliée un petit peu, en tout cas dans l'ombre du solaire photovoltaïque, c'est le solaire thermique. Donc pour vous mettre tout de suite un petit peu dans le bain, ici ce soir on ne va pas parler d'électricité du tout, on va vraiment se concentrer sur décarboner la chaleur avec du solaire thermique, donc avec un principe simple, en fait on fait circuler de l'eau dans un panneau, on réchauffe cette eau et cette eau vient alimenter en gros un besoin thermique et l'eau est directement produite grâce à l'énergie solaire. Pour commencer, j'ai une petite vidéo de présentation de 3 minutes de la société et puis ensuite on va voir ensemble, on va pouvoir reparler en détail de tout ce qu'on voit dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère avoir un petit peu introduit la société au travers de cette vidéo. L'agenda de ce soir, c'est de regarder un petit peu le contexte, en fait, pourquoi finalement le solaire thermique, pourquoi ça a de l'importance pour venir décarboner les besoins industriels et les besoins de chaleur dans les villes. Ensuite, on regardera un petit peu qui est TVP Solar. Ensuite, on aura un aperçu de la technologie, les caractéristiques principales, les principes principaux. Alors là, je peux aller, tout dépend de si vous êtes technique ou pas, on peut rentrer un peu plus dans le détail de la technologie, comment ça fonctionne, ça sert à vous de me dire un petit peu jusqu'où vous voulez qu'on aille. Et puis ensuite, on parcourra un petit peu les use cases, les installations de référence qu'on a vues un peu au travers de cette vidéo en Suisse et puis dans le monde. Et ensuite, je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Donc ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle TVP Solar existe. En fait, on a souvent tendance à dire en Europe, il y a à peu près 50% des besoins qui sont de l'électricité, puis 50% des besoins qui sont de la chaleur. Et puis au sein
tout ce qui est de la consommation d'énergie, à peu près 38%, c'est de l'industriel. Et au sein de ces 38%, en fait, vous avez à peu près 68% des procédés industriels qui ont besoin de chaleur en dessous de 200 degrés et qui sont les besoins en fait, qu'on peut venir adresser avec du solaire thermique haute température. Donc nous, on se positionne exactement sur cette décarbonation de ces procédés industriels qui ont besoin de moins de 200 degrés, sachant que voilà, ce qu'on va là où on va particulièrement être efficace, c'est sur toute la chaleur entre 70 degrés jusqu'à 150 degrés, qui représente 31% de ces besoins industriels. Le marché il est gigantesque, on parle d'hexajoules à décarboner, que ce soit dans les process agroalimentaires, dans les réseaux de chauffage, tout ce qui est pétrochimie. On verra aussi, on est capable de faire du froid avec du chaud, donc on peut aussi aller décarboner les besoins industriels de froid. Et puis après, tout ce qui est aussi traitement d'eau, traitement des déchets, il y a aussi besoin de chaleur. Ça, c'était le côté industriel. Ensuite, on a un autre pendant, donc c'est les réseaux de chauffage à distance. Donc, typiquement, à Genève, on a un très beau réseau de chauffage à distance, le DSIG, qui est le plus grand en fait en Suisse. Et typiquement, ça, c'est un besoin qu'on vient aussi adresser. Donc là, notre but, c'est effectivement de remplacer au maximum les énergies fossiles. L'avantage d'un réseau de chauffage à distance, si vous ne connaissez pas bien cette technologie, c'est au lieu d'avoir une centaine de bâtiments avec 100 chaudières, vous n'allez plus qu'avoir une grosse chaudière centralisée, ou en tout cas vos sources de chaleur centralisées qui vont venir distribuer cette chaleur à ces 100 bâtiments. Et donc ça permet de maîtriser beaucoup mieux la distribution, les émissions de CO2, et puis aussi beaucoup plus facilement pouvoir décarboner, puisqu'en fait vous avez un gros réseau que vous pouvez venir décarboner en additionnant des différentes sources carbonées ou décarbonées. Donc là typiquement on peut imaginer voilà, un réseau de chauffage à distance où vous avez encore un peu de fossiles, mais vous pouvez l'alimenter avec une usine d'incinération, donc c'est le cas à Genève. Vous pourriez l'alimenter avec des biogaz, biofuel. Vous pourriez l'alimenter avec de l'électrification basée sur le photovoltaïque ou les éoliennes et puis des pompes à chaleur. Et vous pouvez aussi l'alimenter du coup avec du solaire thermique qui va être capable d'aller produire justement ces 100 degrés nécessaires pour ces réseaux de distribution. TVP Solar, donc on adresse donc tous les besoins industriels jusqu'à 180 degrés, on adresse les réseaux de chauffage à distance, mais pas que. On aime bien aussi séparer tout ce qui est pétrochimie, parce qu'en général c'est des procédés qui sont un petit peu particuliers. Et ensuite, ce qu'on est aussi capable de faire, et en fait initialement on a commencé avec ça, c'est venir produire du froid. Puisqu'en fait avec une machine à absorption, vous êtes capable, en lui fournissant de l'eau à 95 degrés, alors dépendant des technologies, entre 95 degrés ou 180 degrés, comme source chaude, en fait, vous êtes capable, avec un cycle de changement de phase, de venir faire du froid. Et ça fait beaucoup de sens dans certains pays où le froid est encore produit à base de diesel, de groupe électrogène. Là, vous seriez beaucoup plus décarboné à venir faire votre froid avec du solaire. Et puis enfin, le dernier segment aussi où on intervient, c'est tout ce qui est traitement d'eau et dessalement de mer, où là aussi il y a différentes technologies, mais globalement ça nécessite aussi de l'eau, de la chaleur jusqu'à 180 degrés, donc on peut faire des choses. Alors TVP Solar, qui on est, en fait initialement nous on est une spin-off du CERN. On a été fondé en 2008 par deux personnes. L'un était physicien au CERN, il était notamment en charge de tout ce qui était technologie du vide au sein du CERN. Donc évidemment tout ce qui est technologie du vide au CERN, c'est très important parce que c'est un peu la technologie cœur de cet accélérateur de particules. Et il s'est associé avec quelqu'un qui était plutôt dans la finance,
qui avaient monté, qui avaient fait des success stories en clean tech. Donc ils ont décidé de s'associer, ils ont créé TVP Solar. Et le but, c'était vraiment de faire, de créer de toutes pièces une nouvelle technologie de capteurs solaires thermiques. Et cette fois-ci, vraiment dédiée justement à l'industrie, au réseau de chauffage à distance et aux grandes installations. Vous verrez, après, j'ai fait un peu une cartographie des technologies existantes. Le solaire thermique, avant tout, c'était en fait le premier, c'est même pas un capteur, la première technologie solaire thermique, c'est quelqu'un qui, sur le toit de sa maison, a mis a peint en fait une cuve d'eau avec de la peinture noire, puis il a laissé chauffer ça l'été, et puis voilà, c'était la première technologie solaire thermique. Donc on arrive de là, c'est des technologies qui existent depuis des dizaines d'années. Simplement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement aller chercher quelque chose de à la fois low-tech et en même temps sur des besoins très spécifiques et surtout avec des très bonnes efficacités et aller chercher des applications qu'on pouvait justement, avec les technologies existantes, ne pas adresser. Donc c'est une technologie qui a plus de 180 brevets. Aujourd'hui, on a plus de 10 ans de retour sur expérience. On a des certifications. Alors la certification européenne pour le solaire thermique, c'est le Solar Key Mark, ça certifie plus de 700 différentes technologies. Et puis c'est une technologie qui est garantie 20 ans. Donc là, on voit aussi, malgré que le solaire thermique soit pas du tout aussi standardisé que le photovoltaïque, on arrive quand même à proposer des garanties et des choses qui se rapprochent des garanties qu'on peut obtenir en photovoltaïque aujourd'hui. TVP Solar, c'est avant tout, du coup, après 17 ans d'existence, une entreprise qui fabrique ces panneaux. Donc aujourd'hui, on a une usine de fabrication qui est en Italie, donc ça reste une fabrication européenne. Et on vient fabriquer à peu près 80 000 m² de panneaux par an, donc c'est à peu près 40 MW puissance crête équivalente. C'est une usine qui est relativement automatisée. Parce que la production en fait, d'un capteur plan sous vide, et ça on y viendra, pourquoi le vide, est relativement exigeant. Donc il faut du matériel de pointe. En revanche, tout est réplicable et donc demain, si la demande en fait explose, on est capable de venir répliquer l'usine qu'on a développée en fait en Italie, répliquer partout dans le monde. Il faut savoir que le solaire thermique, à la différence du photovoltaïque, c'est des matériaux qui sont assez communs. C'est du verre, du fer, de l'acier, du cuivre en petite quantité, juste pour faire circuler l'eau à l'intérieur. Donc il n'y a pas de terres rares, il n'y a pas de matériaux très spécifiques qui seraient rares, qui seraient compliqués à les trouver. Donc en fait, on peut très bien fabriquer ces panneaux partout dans le monde, à partir du moment où on a évidemment des chaînes d'approvisionnement sur ces matériaux-là. Oui, alors je reviendrai sur les différents clients, mais on a plus de 25 installations maintenant dans 12 pays différents. La plus grosse installation à date, elle fait 48 000 m² aux Pays-Bas. Et on est à peu près 185 employés, beaucoup d'ingénieurs et de doctorants, et a été investi plus de 150 millions de francs en 17 ans pour développer. En fait, vraiment, ils sont partis de leur... c'est un peu le stéréotype de la start-up américaine, mais là qui est une start-up suisse pour le coup. Ils sont partis de leur cuisine à vraiment faire un pilote chez eux, dans leur garage, et puis 17 ans plus tard, voilà, ça donne beaucoup de fonds levés, une grosse équipe, et puis surtout une usine qui est capable de produire, et aussi des équipes qui sont capables de faire l'ingénierie puis d'installer ce produit. Quelques noms, voilà. Alors il y en a que vous allez effectivement connaître, des noms pour qui on a travaillé, on a fait des installations. Donc il y a Nestlé, je vais rester sur les entreprises suisses, Nestlé, SIG, Groupe EMI, qui sont parmi nos clients.
Et donc maintenant, pour parler un petit peu plus de la technologie, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, dans finalement qu'est-ce qui fait que ce panneau est spécifique, vous avez ici une cartographie du marché par en fait niveau de température. Parce qu'il faut savoir que produire de l'eau à 40 degrés, c'est pas du tout la même chose que produire de l'eau à 400 degrés. Donc il y a diverses technologies qui existent. Et typiquement, comme je vous disais, le solaire thermique a plutôt commencé avec des technologies relativement basiques pour faire de la basse température. Donc vous avez les capteurs plans, vous avez tout à gauche, les tubes sous vide, et qui sont eux utilisés pour des besoins résidentiels, puisqu'en fait on n'a pas besoin d'avoir du 150 ou du 180 degrés à la maison. Clairement, on se contente largement d'avoir du 65 degrés pour l'eau chaude sanitaire. Donc c'est des technologies qui fonctionnent très bien, qui sont qu'on appelle stationnaires, donc en général elles sont fixes, elles sont posées, elles sont installées sur une toiture, et elles sont non concentrées, c'est-à-dire que on n'a pas de miroir ou de choses qui viendraient capturer la lumière directe pour ensuite la reconcentrer et puis utiliser cette concentration pour chauffer. Là, on capture en fait à la fois la lumière directe et la lumière diffuse. La lumière diffuse, c'est celle que vous allez avoir au travers de nuages, par exemple. Et donc, ces technologies-là voilà, captent tout type d'ensoleillement, tout type de lumière. A l'inverse, plus on va sur la droite, plus on est exigeant en termes de... Donc on va chercher les hautes températures, et là pour aller chercher les très hautes températures, en fait il faut concentrer la lumière. Donc on est sur des technologies qu'on dit à concentration, alors il y en a deux grandes, c'est les paraboliques et puis les linéaires Fresnel, où là en fait c'est à chaque fois des miroirs qui vont venir concentrer la lumière sur un point bien fixe. Donc là on le voit sur le parabolique, vous avez un tube au milieu. Pareil sur le Fresnel, en haut, à 7 mètres de haut, vous avez un tube ici où passe l'eau, et on va venir concentrer la lumière pour vraiment chauffer cette eau à très haute température. La particularité ici, c'est qu'il y a besoin de suivre le soleil, sinon on devient très vite inefficace. Et puis les technologies à concentration, qui dit miroir, dit besoin de nettoyage, enfin besoin de propreté. Parce qu'un miroir qui est sale est un miroir qui ne va plus aussi bien concentrer. Donc il y a une exigence ici en termes de nettoyage. TVP Solar, du coup, où est-ce qu'on vient s'insérer sur ce marché qui était existant avec ces quatre grandes technologies qui étaient existantes? Et ben, on vient un petit peu combler un vide qui justement est entre 65 degrés et 180 degrés. C'est-à-dire qu'on ne va pas être là pour faire de la basse température. On n'a pas vocation à venir faire des installations résidentielles et on n'a pas non plus vocation à aller chercher les très hautes températures, tout simplement parce que c'est techniquement pas faisable. Aujourd'hui, on a une limite technique qui est la production d'eau chaude de manière constante à 180 degrés. Par contre, on s'aperçoit que entre 65 et 180 degrés, encore une fois, vous avez toutes ces applications dont on a déjà parlé, qui sont... alors, il y en a beaucoup dans l'agroalimentaire. Ce que vous voyez en gris, c'est du nettoyage, du nettoyage en place, de la pasteurisation, de la stérilisation, de la cuisson, de la distillation, toutes ces choses-là, en gros, se retrouvent dans les procédés industriels de l'agroalimentaire. Vous avez les réseaux de chauffage à distance, et puis après, vous avez d'autres types d'applications, le froid solaire, des choses comme ça. Et donc, on vient répondre à un besoin où, en fait, les technologies, que ce soit celles faites pour la basse température ou la très haute température, venaient essayer de combler par elles-mêmes, mais n'étaient pas optimisées, soit trop chères, parce qu'en fait, utiliser de la concentration pour faire du 100 degrés, c'est venir utiliser une Ferrari pour rouler à 30 ou 40 km/h, donc ça ne fait pas vraiment de sens. Et à l'inverse, utiliser un capteur plan pour essayer de le faire fonctionner à 100 degrés, vous êtes en limite technique, donc là encore, il va avoir une performance qui va être détériorée. Comment on a réalisé cette possibilité du coup d'être efficace entre 65 et 180 degrés? C'est justement en utilisant l'isolation sous vide. Le vide est le meilleur isolant physique que vous puissiez trouver sur la planète. C'est un isolant donc, qui n'utilise pas de matériaux.
Et en fait, si vous êtes capable de maintenir le vide, vous allez être capable d'avoir une isolation, une étanchéité parfaite avec l'environnement extérieur. Donc, en faisant le vide à l'intérieur de la boîte que vous voyez là, en fait, on a une isolation parfaite de l'extérieur et donc toute l'énergie qui va être accumulée dans le panneau, elle va être transférée à l'eau qui va circuler dans les tuyaux de cuivre que vous voyez, et il y aura zéro perte, conduction, convection. Et ça, c'est quelque chose, un jour, j'adorerais vous emmener sur le site de SIG, typiquement. Vous venez en plein hiver, là, dans ces jours-ci, un jour ensoleillé, vous mettez la main sur le panneau, il est absolument froid. Vous ne sentez aucune perte thermique. En revanche, dans les panneaux, on est à haute température et l'eau, elle est à 85 degrés, donc on produit, on livre de la chaleur au réseau de chauffage à distance. La difficulté de faire le vide sur une surface plane, c'est qu'il y a énormément de pression par mètre carré qui s'exerce. Donc là, il faut imaginer qu'il y a 10 tonnes de pression par mètre carré qui s'exerce à la surface du verre. C'est un panneau qui fait 2 mètres carrés, donc en fait vous avez 20 tonnes, c'est comme si vous avez 10 voitures qui étaient empilées sur cette surface vitrée. Et donc ça, évidemment, ça demande un savoir-faire, et c'est tout là où le directeur technique qui venait du CERN a pu mettre à disposition son savoir-faire pour fabriquer un panneau qui, alors non seulement va tenir le vide, mais va le tenir dans le temps. Parce que de la même manière que le photovoltaïque, c'est des investissements qui sont lourds, donc évidemment il faut que ça tienne dans le temps. Et donc aujourd'hui, on est assez à l'aise avec l'idée de dire qu'en gros il a 25 ans de durée de vie. Alors ça ne veut pas dire qu'au bout de 25 ans, tous les panneaux perdent leur vide et puis sont inefficaces. Ça veut simplement dire qu'avec les procédés de fabrication et les matériaux qu'on utilise, on sait en gros que ça peut durer 25 ans. Et puis ensuite, on a fait pas mal de vieillissement accéléré, donc tests de vieillissement accéléré pour s'assurer que justement ça puisse tenir dans le temps. La spécificité, c'est que si vous êtes capable de maintenir le vide dans le temps, en fait, 25 ans plus tard, vous n'avez aucune détérioration de performance. Donc vous allez produire exactement la même quantité d'énergie que vous soyez au premier mois d'exploitation ou 25 ans plus tard, à partir du moment où le vide est maintenu dans le panneau. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi, puisque les autres technologies qui sont isolées par des matériaux, donc typiquement un capteur plan, il va utiliser de la laine de roche, comme un bâtiment en fait, il va être isolé, le fond du panneau va être isolé par de la laine de roche. Vous n'allez pas avoir une étanchéité parfaite, et donc au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui se passe? En général, il y a un peu d'infiltration d'eau, il y a cette laine de roche qui vieillit, il y a les matériaux, les métaux à l'intérieur vieillissent, et donc vous avez une détérioration de la performance. Ici, à la fin après 25 ans, en fait, admettons que le panneau ait duré 25 ans et que vous perdez le vide, vous pouvez le recycler entièrement. En fait, tous les matériaux à l'intérieur n'auront pas vieilli, le cuivre il sera absolument intact, il n'aura pas été oxydé du tout, il n'aura jamais été mis au contact de l'air. Le panneau il est 100% recyclable parce que, encore une fois, c'est des matériaux qui sont facilement recyclables, donc du verre, de l'acier, du fer, du cuivre. Et ça, je l'ai dit, on capture la lumière directe et diffuse. Au niveau de la maintenance, en fait, il n'y a pas besoin de nettoyage. Et là, on met deux exemples. Vous voyez deux exemples pour regarder un petit peu tout ça. En fait, c'est le fait qu'il capture la lumière diffuse fait qu'il va aussi capturer la lumière diffuse au travers de la neige ou au travers de la poussière. Alors évidemment, ça reste une technologie solaire, il faut du soleil. Hein. Si vous avez les mêmes conditions de nuit ou en pleuvant, vous n'allez rien produire du tout. En revanche, ce n'est pas parce que vous avez une fine couche de neige sur le panneau que vous n'allez pas être capable de produire à la bonne température. Tout simplement parce que le panneau va capter au travers de la neige suffisamment d'énergie. Encore une fois, comme il n'y a pas de perte thermique, tout ce qui est capturé va permettre au panneau de monter en température et puis de produire cette eau chaude à 80 degrés. Alors ça c'est à Genève, la photo du dessus. Et puis dans un cas complètement différent, là on est en Arabie Saoudite, on est sur un site d'extraction de pétrole.
Et là, en fait, on vient produire à plus de 160 degrés, donc là, c'est de l'eau surchauffée. Et le choix du client a été d'utiliser justement cette technologie-là parce qu'il ne voulait justement pas avoir de contraintes de nettoyage. Donc, sa réflexion, ça a été de dire je vais mettre 10% de panneaux en plus, qui va neutraliser en gros la perte d'efficacité de mon panneau, puisqu'il a quand même, il est recouvert de sable, donc il a une perte d'efficacité due à cette saleté. En revanche, je ne vais jamais les nettoyer, je vais les laisser comme ça, et ça fonctionnera à 160 degrés. Alors là, on rentre dans les références. Donc, à l'écran, il y a 6 références, 6 références dans les réseaux de chauffage à distance. Donc, le plus gros à date, on en parlera, je veux vous parler un petit peu plus en détail. En fait, on va parcourir la Suisse, on va parcourir l'Italie avec un projet qu'on a fait pour Engie, et puis on parcourra aussi l'Allemagne et le Pays-Bas. Donc ça, c'est un projet qui est à SIG Lignon, qui est facilement visitable et qui a été fait qui a été mis en service en 2021 sur cette structure métallique qui existait déjà et en fait qui avait testé il y a 25 ans des tubes sous vide. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ils ont fait ça il y a une quarantaine d'années, ils ont testé les premiers tubes sous vide, et puis 15 ans plus tard, ils ont tout enlevé, ils ont mis du photovoltaïque, et puis on est venu enlever le photovoltaïque pour remettre du solaire thermique. C'était une petite victoire du solaire thermique sur le photovoltaïque pour une fois. On est branché directement au réseau de chauffage à distance de SIG, donc là on est branché sur un tuyau qui revient de la ville, qui est à 70 degrés toute l'année, et l'objectif c'est de venir préchauffer cette eau à 70 degrés. Alors bien sûr, la taille du champ solaire par rapport aux besoins ici est vraiment microscopique. Il nous faudrait probablement 2 ou 3 terrains de football pour qu'on vienne commencer à faire quelques pourcents du besoin du réseau de chauffage de SIG, puisque c'est plus de, je crois qu'ils sont à 450 ou 500 gigawattheures maintenant par an sur le réseau. Cette installation, elle fait 500 mégawattheures. Donc on a un delta qui est énorme, mais l'objectif c'était pas de venir spécifiquement couvrir une grosse partie du réseau, c'était de montrer que techniquement ça fonctionnait. Donc SIG a vraiment été partenaire local pour nous aider justement à montrer la pertinence de cette technologie-là. C'est une des plus grandes installations solaires thermiques de Suisse sur le réseau de chauffage à distance. Donc ça a été une belle success story. Elle a été visitée de nombreuses fois et ça a vraiment pu permettre de nous montrer sur une installation à échelle que tout fonctionne comme on le disait dans des PowerPoint depuis un certain nombre d'années. Alors là, je peux rentrer un petit peu plus dans le détail de comment ça fonctionne au quotidien, si vous voulez, ces installations-là. Pour faire très simple, en fait, vous avez deux côtés. Vous avez le côté SIG avec leur réseau de chauffage à distance, puis après vous avez un échangeur de chaleur qui va être vraiment l'interface et qui va être connecté avec la boucle solaire thermique, et en fait les fluides ne communiquent pas. Donc on ne prend pas l'eau du réseau qu'on vient directement mettre dans les panneaux, on est vraiment en boucle fermée côté solaire. Et en fait ce qui se passe, c'est que le matin très tôt, on a un pyranomètre sur site qui vient mesurer l'irradiance. Dès lors qu'on dépasse le seuil de 200 watts par mètre carré, donc ça c'est plutôt une faible irradiance, on vient préchauffer le champ solaire. Donc là l'eau va venir recirculer sur les panneaux et on va venir monter en température cette eau jusqu'à la température cible de 80 degrés. Et c'est seulement à partir du moment où on a dépassé ces 80 degrés là qu'on vient ouvrir une vanne qui va vers cet échangeur et que l'échange, le transfert de chaleur se fait. Donc en gros, l'image numéro 1, vous avez la recirculation et le préchauffage. L'image numéro 2, vous avez l'ouverture vers l'échangeur. Puis l'image numéro 3, vous avez l'échange qui commence à se faire entre le côté SIG et puis le côté solaire. C'est toujours le même principe qu'on utilise, ce principe de boucle fermée. Ça permet de séparer les deux systèmes et puis de faire en sorte que d'un point de vue sécurité,
et fonctionnement, voilà, ça soit séparé et sécuritaire. Donc je vous disais, on est capable de produire en hiver. Ça, c'est une photo que j'ai prise en février 2021. Alors on voit sur le système de contrôle, il est 11h30 du matin. On a 450 watts par mètre carré d'ensoleillement. Le maximum sur Terre, c'est 1000 watts par mètre carré. Donc on a en gros un ensoleillement vraiment moyen. Et là, on voit que malgré ces conditions-là, qu'on soit en hiver, qu'il fasse 5 degrés aussi, on voit dans le rectangle en haut à gauche, et ben on est quand même à 80 degrés, on produit, on livre de l'énergie à ce réseau. Et sur janvier-février 2021, voilà, on a produit 26 MWh cette année-là. Et après, je voulais vous montrer deux exemples. Comment ça fonctionne dans les faits sur une journée complète. Donc là, en haut, vous avez plutôt ce qui est en relation avec la puissance, que ce soit solaire ou la puissance du champ solaire. Donc le solaire, ça va être en bleu, et puis le système en orange. Et en bas, vous avez les températures entrée-sortie. Donc on voit en fait jusqu'à 10h du matin, le 5 novembre 2021, il ne se passe pas grand-chose. On perd un petit peu de température puisque le panneau est isolé sous vide, mais le reste du système ne l'est pas, donc on a quand même des pertes durant la nuit. Donc en gros, on a une chaleur résiduelle de la veille, mais il ne se passe pas grand-chose. À partir du moment où on voit le soleil se lève, donc là, ce jour-là, c'était aux alentours de 10h, là, on commence notre cycle de préchauffage, et donc on voit la température augmente et va venir chercher le 80 degrés. Et puis ensuite, elle va se stabiliser, et sur un jour comme ça, malgré, vous voyez, aux alentours de 13h, 14h, 15h, il y a eu des passages soit nuageux, soit de pluie. Et bien en fait, sur la température, on est resté relativement stable. On a pu continuer de livrer de la chaleur pendant ce jour-là 4h, quasiment 5h au mois de novembre. Donc on est quand même en plein hiver, on n'est pas sur une journée favorable. Et donc malgré ça, on avait ce jour-là une efficacité de l'ordre de 49%. Là encore, une comparaison, souvent les gens savent l'efficacité photovoltaïque. Photovoltaïque, on est plutôt entre 15 et 20%. Donc, le solaire thermique est quasiment 2 à 3 fois plus efficace pour produire de l'énergie thermique. Et puis après, je vous mets un cas hyper favorable. Donc là, le 11 juin 2021, température environ 30 degrés. Là, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose, mais jusqu'à 8h du matin, on préchauffe. Et puis dès 9h du matin, on est capable de fournir de l'énergie au-delà de 80 degrés et pendant 10 heures. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va observer pendant tous les mois d'été. Et voilà, vous avez un soleil qui est quasiment parfait ce jour-là. Et donc on va suivre évidemment, en termes de puissance, on va suivre la puissance solaire. Donc vous avez une puissance variable tout au long de la journée. Et en 2021, entre le 18 janvier, on a officiellement mis en service, et fin avril, finalement, en fait, on a eu 96 jours sur 102 où on a pu fournir de l'énergie. Et les 6 jours où on n'a pas pu, en fait, on regarde l'irradiance, il y avait juste 0 ensoleillement ces jours-là. Donc c'était des jours soit de pluie, soit de neige, soit de gros stratus, comme on connaît tous bien Genève. Donc en gros, dès lors qu'on a un peu de soleil, la conclusion c'est qu'on est capable de produire de l'eau, et on est capable de la produire plutôt à haute température pour du solaire thermique. Et voilà ce que ça donne. Alors là j'ai 2021, 2022, 2023, mais globalement voilà, on est à peu près toujours, on a une belle gaussienne. Alors vous voyez que décembre, janvier, c'est pas glorieux, quand on a le stratus, on est à moins de 80 watts par mètre carré d'ensoleillement, donc là clairement tout est à l'arrêt et ça fait pas grand chose. A l'inverse, par contre, on a été agréablement surpris sur les moyennes saisons, même à partir du mois de février. En fait, le mois de février il est froid, mais il est souvent plus ensoleillé que décembre, janvier, et donc là on est capable clairement de produire et puis de venir décarboner de la chaleur. Alors SIG, c'était un peu le point de départ. C'était en 2021, on a commencé la commercialisation en 2018, on avait fait des petits pilotes ici et là. SIG, c'était une installation à échelle, je dirais, et ça c'est ce qu'on a mis en service en début d'année dernière. Donc là on est aux Pays-Bas, l'installation fait 37 MW,
48 000 m², et là on vient décarboner en fait 25% de la totalité des consommations du réseau de chaleur, du réseau de chauffage à distance d'un quartier de la ville de Dorpwerk aux Pays-Bas. Donc on est vraiment au nord des Pays-Bas. Et c'est un peu contre-intuitif de se dire notre plus grande installation elle est au nord de l'Europe, parce que c'est pas là où il y a beaucoup de soleil. Mais en fait, finalement, les réglementations européennes sont assez bien faites, c'est que plus vous êtes au sud, moins vous avez de subventions, plus vous êtes au nord, en général, plus les programmes de subventions sont généreux. Donc on arrive justement à décarboner et à faire des installations qui sont compétitives et rentables par rapport au prix du gaz, parce que finalement c'est ça le nerf de la guerre, c'est d'être compétitif par rapport aux solutions existantes. Et ben on arrive à le faire même au nord des Pays-Bas. Et petite particularité aussi de cette installation-là, elle a un stockage thermique de 6000 m3 que vous voyez sur la gauche, à côté du bâtiment. Et donc ça nous permet aussi de pouvoir stocker l'énergie et de la redonner au réseau quand il y a vraiment un besoin. Typiquement, on sait qu'il y a des pics de consommation le matin et le soir, tout le monde prend sa douche, tout le monde fait la cuisine le matin et le soir, un peu moins pendant la journée. Donc le champ solaire va venir produire toute la journée, puis la chaleur produite en gros sera disponible grâce à ce stockage court terme. Un autre exemple ici en Italie, donc là c'est pour Engie, pareil, une petite installation au réseau de chauffage de 1000 m² qu'on a mis en service aussi l'année dernière. Là on voit un cas typique. Alors ça pour le coup c'est à Racconigi en Italie, donc on n'est pas sur un réseau de chauffage de la grandeur de SIG ou de Dorpwerk, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Et en général, ce qu'on vient chercher sur ce type de réseau de chauffage de campagne, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum du 100% de couverture l'été. On n'a pas la prétention avec du solaire thermique de venir décarboner l'entièreté d'un réseau de chauffage à distance. Clairement, c'est pas ça l'objectif, on n'y arrivera jamais de toute façon en hiver, puisque on est à l'inverse de ce qu'il faudrait. En fait, on a énormément de consommation l'hiver, puisqu'il y a besoin de chauffage, et il y a peu de soleil en Europe. Donc, pas idéal pour le solaire thermique. En revanche, il y a toujours un ruban de consommation l'été pour l'eau chaude sanitaire, et ça, on peut le faire entièrement avec du solaire thermique. Sur juin, juillet, août, vous pouvez imaginer arrêter absolument tout, alimenter uniquement le réseau avec du solaire thermique, et évidemment, vous avez un backup. Alors, ça peut être une chaudière bois, ça peut être des énergies fossiles. Vous avez un backup si jamais au mois de juillet, vous avez 3-4 jours de pluie, comme c'est pas rare d'arriver, pour quand même que les gens aient de l'eau chaude sanitaire chez eux. Voilà encore un exemple. Donc là on est en Allemagne, un projet qui fait 4 MW, même concept. Donc là vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Donc on est installation au sol, on a un stockage de 1000 m3 et puis on vient alimenter ce réseau de chauffage à distance. Et après, donc, d'autres références. Donc là, on va aller plutôt du côté de l'industrie. Alors, beaucoup industrie agroalimentaire, finalement. On a à date, je dirais 80% de nos références industrielles, c'est l'industrie agroalimentaire. Et c'est pas une coïncidence, c'est juste que tous les procédés industriels dans l'agroalimentaire sont vraiment, la forte majorité est entre 70 et puis 150 degrés. Donc nous on est vraiment pile poil dans ce qu'on sait faire de mieux. Et après on a 2 installations pétrochimie. On reviendra sur celle de Shell Vivo au Maroc qui produit de la table. En Suisse, on a équipé EMI, donc là c'est une installation de 145 kW. On est installé en toiture, donc on peut installer à la fois au sol et en toiture, toujours plus simple d'installer au sol, mais voilà, la toiture c'est faisable. Et puis là on vient produire de l'eau à 90 degrés toute l'année pour leur procédé. Ils fabriquent de la fondue dans cette usine, donc là c'était un peu marrant, la start-up suisse qui, son premier client industriel, c'est un fabricant de fondue. Ça fait rire pas mal de gens. Voilà, donc ils sont au mazout, ils sont encore au mazout.
Donc là, pour le coup, la décarbonation elle est forte. On parle de 55 tonnes de CO2 par an économisées. Et puis du stockage aussi. En industrie, souvent les procédés ne sont pas constants. C'est des batchs, donc il faut pouvoir être capable aussi d'avoir cette flexibilité entre la production et puis le besoin. Et alors là, c'est un imprimé écran du logiciel de contrôle. En fait, on voit qu'on est à 116 degrés au mois d'août. Mais voilà, on est capable. Alors, c'était un peu pour montrer en gros que oui, à SIG, on fait du 80 degrés. Finalement, c'est encore assez bas comme température. On est capable d'aller à plus haute température, même en Suisse. On est capable d'aller au-delà de 100 degrés. Et puis tout récemment, on a équipé la fromagerie de Linières. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec un bureau d'ingénieurs qui s'appelle RWB, qui est le premier projet en fait où on s'est recentré nous sur notre rôle de fournisseur, puisque finalement en fait on est fabricant, fournisseur de panneaux, mais on a dû apprendre par la force des choses à faire et l'ingénierie de nos installations et son installation, parce qu'au début personne ne voulait le faire pour nous. Donc ça a été voilà, un peu la difficulté des derniers challenges des dernières années. Et puis là, pour la première fois, on a un bureau d'ingénieurs qui nous a dit moi c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionnait, donc je vais faire le système de contrôle, je vais trouver l'installateur et puis vous allez juste nous fournir les panneaux. Et donc ça a donné cette installation-là qui fait une centaine de mètres carrés, installée à la fois au sol et en toiture, et puis tout pareil qui vient faire 85 degrés, autour de température 50 degrés. On économise du mazout. L'objectif pour cette installation, c'était vraiment d'enlever complètement le mazout. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette fromagerie? Ils sont venus se connecter au réseau de chauffage à distance. Ils ont fait de la récupération sur des groupes froids pour récupérer de la chaleur. Ils ont mis du solaire thermique. Et en fait, ils ont absolument plus de chaudière mazout, ils n'ont plus d'énergie fossile. Ils sont 100% sur le réseau de chauffage à distance qui est au bois, et puis au solaire thermique, et puis après la récupération de chaleur de leur propre système. Donc ça c'est un projet qui est exemplaire. Alors nous, on a encore une fois contribué uniquement sur la partie solaire thermique. Puis après, si on voyage un peu, on a fait voilà, des projets un peu plus grands pour Nestlé. Toujours pareil, même type de température, on est sur du 90 degrés avec des retours à 40 degrés. Alors ici on vient économiser beaucoup plus de gaz naturel et de CO2 puisqu'on est sur des endroits qui sont plus ensoleillés, donc on est plus performant. On voit en Suisse on est plutôt autour de 600-650 kWh par mètre carré par an de production. Au Brésil on est autour de 1000. Donc forcément plus de soleil, plus de production. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est celui du Maroc. Alors celui-là, il a été mis en service à la fin de l'année dernière, et c'est le premier projet où on vient faire de la vapeur basse pression. Donc ça, c'est un peu un game changer aussi dans la décarbonation de la chaleur, parce que malheureusement, ce qui se passe quand on vient toquer à la porte des industriels, c'est que beaucoup ont leur chaudière vapeur à 8 ou 10 bars. Et puis en fait, ils ont des réseaux de distribution en vapeur, qui sont des tuyaux qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est plus facile en fait de distribuer de la vapeur dans un site que de distribuer de l'eau chaude. Et donc c'est la raison pour laquelle en général ils sont souvent équipés de vapeur. Et donc là, on commence en tout cas à adresser aussi ces besoins en vapeur. Et c'est toujours le même panneau. C'est simplement une régulation un petit peu différente, et surtout l'ajout d'un système qui vient en gros transformer l'eau surchauffée à 160 degrés en vapeur, en dépressurisant en fait cette eau surchauffée, et on vient faire de la vapeur jusqu'à 3 bars sur cette installation, avec des efficacités qui sont de l'ordre de 40%. Donc encore une fois, en termes de densité énergétique, d'utilisation de l'espace. Moi, c'est souvent ce que j'ai tendance à dire aussi quand on est sur un site industriel où il y a une contrainte d'espace, c'est finalement vous devez à la fois décarboner votre électricité et votre chaleur.
l'électricité, elle peut être décarbonée à distance. En fait, vous êtes capable d'aller mettre un champ photovoltaïque à quelques kilomètres et puis vous achetez en fait de l'électricité verte. C'est beaucoup plus compliqué, voire impossible avec la chaleur, parce que vous n'allez pas installer un champ solaire thermique à 5 km à côté de votre site industriel pour venir faire, pour venir distribuer un seul utilisateur avec de l'eau chaude. Donc quand on est sur un site industriel, il faut vraiment se poser la question, est-ce que finalement j'utilise mon espace disponible pour installer par exemple du photovoltaïque. On a souvent été en compétition avec du photovoltaïque, surtout pour les toitures. Souvent on arrive, en fait, les toitures sont déjà remplies de photovoltaïque. Donc là c'est trop tard, en fait on se dit on viendra vous voir dans 15 ans quand le photovoltaïque sera en fin de vie. Mais quand c'est pas encore le cas, en général ça fait vraiment se poser la question de dire ok, est-ce que je mets du photovoltaïque ou est-ce que je mets du thermique? Parce que le jour où on va venir vraiment me demander alors où est-ce que tu en es sur ta décarbonation de chaleur, si j'ai plus d'espace pour mettre du solaire thermique, je sais que cette solution-là, déjà, je pourrais pas la mettre en place. Et donc, après, il faut regarder d'autres types de solutions. Voilà, et c'était la dernière référence dont je voulais vous parler. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je réponds à vos questions avec grand plaisir. Merci pour la présentation. J'allume. On va faire un slide ou j'allume le fond? Moi, en termes de slide, j'ai fini. Donc, Une petite question peut-être pour commencer. Une fois que les panneaux ils ont 20-25 ans, est-ce que c'est possible de retirer, de les remettre au vide si jamais on voit qu'il y a une perte d'efficacité à un moment donné? Est-ce qu'on peut les prolonger? Refaire le vide? Ouais. Alors ça, on va malheureusement pas pouvoir le faire. Okay. Parce que en fait, alors ça je vous en ai pas parlé, mais je vous ai dit il y a du fer et du verre, et en fait une des technologies, en tout cas une des spécificités, c'est qu'il y a une soudure, on appelle ça une soudure entre du verre et du fer. Et en fait il suffit qu'il y ait une micro-porosité quelque part sur cette soudure, donc le panneau fait 2 mètres carrés, donc en gros il y a 6 mètres de périmètre de soudure fer-verre, et donc il suffit d'une micro-porosité quelque part et vous perdez votre vide. Okay. Donc en général, quand un panneau perd son vide, alors que ça peut être un problème au niveau de la fabrication, vous allez être incapable de savoir où est cette micro-porosité et puis pouvoir la corriger. Donc un panneau qui a perdu son vide, c'est un panneau qui va devoir être recyclé. Ok, ça marche. Du coup, il n'y a pas de joint caoutchouc, c'est vraiment ce principe-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une étanchéité qui est faite grâce à cette soudure fer-verre. Le vide, il est fait en usine, donc on tire le panneau au vide en usine lors de la fabrication. Et après, on n'y touche plus, il n'y a absolument pas besoin de refaire le vide à aucun moment dans la durée de vie du panneau. Ok, merci. Oui, j'ai plusieurs questions. J'ai un peu loupé pourquoi on a besoin de vide. Alors le vide en fait fait office d'isolant. Pour que un capteur solaire thermique soit efficace, en fait à un moment donné il faut l'isoler pour diminuer au maximum les pertes thermiques, que ce soit par de la conduction ou de la convection. Et donc l'isolation sous vide, c'est l'isolant par excellence, un isolant physique. C'est pas un isolant par des matériaux, et donc il va être extrêmement performant. Donc l'autre possibilité, c'est d'isoler avec des matériaux. Typiquement, les bâtiments aujourd'hui sont isolés avec de la laine de roche ou du champ, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Donc les capteurs plans typiquement standards, ceux qui font de l'eau chaude sanitaire, sont isolés avec de la laine de roche. Donc eux, ils utilisent des matériaux pour isoler le fond du panneau et puis limiter au maximum ces pertes thermiques. Dans notre cas, on utilise le vide comme isolant physique. Mais ça arrive que certains panneaux pètent et puis on pète ce vide et puis il y a sur un champ comme ça, il y a quelques-uns qui sont... Alors effectivement, on peut avoir des pertes de vide. Souvent, c'est... il y a 2 raisons à ça. C'est soit il y a eu un défaut lors de la fabrication. Donc, comme je disais à monsieur, c'est une microporosité ou quelque chose qui fait qu'avec
le fait que le panneau va monter très haut en température et baisser, ça lui crée des distorsions et la microporosité finit par créer une perte de vide. L'autre possibilité aussi, c'est que le panneau, des fois, il est un peu maltraité lors du transport, donc là pareil, des effets de torsion ou des choses comme ça pourraient créer une perte de vide. Après, c'est un panneau, ça je ne l'ai pas dit, mais dans la certification, il est résistant à la grêle. Donc, je vous parlais des 10 tonnes de pression par mètre carré. En fait, on a un verre trempé de 6 mm et un capteur plan standard, il va plutôt être sur du 2 mm, 3 mm. Donc, nous, on a dû, de par ces fortes contraintes de pression, déjà passer sur un verre qui est quasiment le double ou le triple du standard sur des capteurs non vitrés. Et donc, en fait, alors, que ce soit des grêlons de taille raisonnable, on ne parle pas de balles de tennis, mais globalement, voilà, les tests qui sont faits, c'est avec des billes qui font, je crois, 1 ou 2 cm de diamètre, et le panneau va résister à ces stress. Ma question suivante, c'est, je rêve peut-être, mais est-ce que c'est possible de combiner ça avec le photovoltaïque, c'est-à-dire avec que la surface, parce qu'il y a certainement plus même d'énergie qui arrive du soleil qu'on peut. Alors, on pourrait peut-être faire moitié-moitié, ou je ne sais pas, un certain pourcentage de photovoltaïque et le reste de chaleur, oui ou non? Alors, ça existe en fait, il y a des technologies qui s'appellent, alors souvent d'ailleurs on confond parce que c'est PVT pour photovoltaïque thermique, en fait on appelle ça du technologie hybride. Ça existe et c'est fait pour le résidentiel. Tout simplement parce qu'en général, quand on essaie de combiner les technologies ensemble, on doit faire des compromis, puis on se retrouve avec, au lieu d'avoir le meilleur photovoltaïque d'un côté, puis le meilleur solaire thermique de l'autre, vous avez un compromis entre les deux. Et puis là, le compromis, dans ce cas-là, c'est d'avoir des températures qui ne sont pas trop élevées. Parce que si vous allez sur des hautes températures, en fait, ça va venir... voilà, le photovoltaïque ne va pas apprécier. Nous, on a essayé un peu de combiner les deux. Au final, notre réponse a toujours été faites un champ photovoltaïque d'un côté, faites un champ solaire thermique TVP de l'autre, et puis vous aurez votre eau à 120 ou 130 degrés avec des efficacités de 50%. Photovoltaïque, vous aurez des très bonnes efficacités, puis vous n'aurez aucun compromis. Après, quand on est sur un besoin résidentiel, puis qu'on a des toitures de villas qui sont limitées, ça fait du sens d'aller sur une technologie hybride et puis se dire j'aurai mon eau à 40-45 degrés, puis je vais aussi produire de l'électricité pour ma voiture électrique. Simplement, dans notre cadre, qui est plutôt industriel, grande installation, on recommande plutôt de faire 2 installations séparées. C'est là où on aura les meilleures performances. Je pensais à ça parce que, effectivement, quand il n'y a pas de place, à ce moment-là, c'est pas moyen de. Et puis, dernière question de ma part, ça serait, ça commence à être, raisonnablement efficace du point de vue énergétique, mais aussi financier. À partir de quelle taille, de quelle surface de panneau rouge? Alors ça dépend beaucoup de facteurs. Le premier c'est l'ensoleillement, le deuxième c'est est-ce que vous avez des subventions ou pas, le troisième c'est dans quel pays vous êtes, parce que typiquement la main d'œuvre en Suisse est extrêmement chère comparé avec le Maroc où par exemple on n'a pas les mêmes coûts d'installation. Donc il y a énormément de facteurs. Nous aujourd'hui on se concentre sur des installations qui font 1 MW ou plus, donc c'est 3000 m² au sol. Maintenant en Suisse, qui est un marché tout à fait particulier dont j'ai la charge, j'arrive à faire des projets comme Alinière qui font 100 m². Mais on s'organise un petit peu différemment et puis surtout on a des subventions qui nous aident et puis on a un prix du gaz qui est pas le même que ce qu'on peut avoir en France voisine ou dans d'autres pays européens. On est tout le temps comparé en fait au coût d'énergie existant. C'est-à-dire qu'un industriel, il va venir voir et dire ben voilà, mon coût du gaz aujourd'hui c'est 80 francs suisses le mégawattheure. Quel est votre coût du mégawattheure solaire? Et en fait, comment on calcule un coût de mégawattheure solaire? Vous prenez votre investissement initial, vous le divisez par 25 ans et vous rajoutez la part de maintenance que vous avez chaque année qui est extrêmement prévisible. Et puis vous mettez ça en rapport avec l'énergie que vous allez produire pendant 25 ans. Puis ça vous donne ce qu'on appelle
le levelized cost of heat, donc le coût levelisé de la chaleur, et vous le comparez directement à votre prix du gaz actuel. Et on arrive à être à peu près compétitif. Ça veut dire que c'est à partir de 100 mètres carrés, ça veut dire que c'est pas bon pour le résidentiel à la fin. Alors le résidentiel, on n'en fait pas du tout. Par contre, on fait en Suisse, typiquement, on arrive à faire de l'industriel à partir de 100 mètres carrés. Donc on est quand même capable d'aller faire des petites installations. Maintenant, il y a un effet d'échelle qui se ressent vraiment à partir de 1 MW, donc 3000 mètres carrés au sol ou 1500 mètres carrés de panneaux, tout simplement parce que vous avez une partie qui est purement proportionnelle, qui est votre champ solaire. Vous allez mettre plus de panneaux pour avoir plus d'énergie. Par contre, vous avez une partie qui est fixe, c'est la sous-station solaire, donc c'est des pompes qui font tourner l'eau, circuler l'eau dans les panneaux. Vous avez un vase d'expansion, vous avez un système de contrôle. Et en fait, un système de contrôle qui coûte 10 ou 15 000 francs, que vous ayez 10 panneaux ou 100 panneaux, c'est le même, plus ou moins. Donc l'amortissement de tous ces équipements qu'on appelle la sous-station solaire, je peux vous montrer à quoi ça ressemble en réel à SIG, eh bien, va venir s'amortir quand en gros, il y a un effet d'échelle qui se crée dès lors qu'on atteint les... dès lors qu'on atteint les... là, vous êtes dans la salle de contrôle au SIG Lignon. Je connais ces gars. C'est Nicolas Sorel. Ah, c'est un autre. Donc là, c'est une salle qui fait à peu près 25 mètres carrés. Vous voyez, il y a du contrôle et du système de contrôle, donc il y a un peu d'électronique, d'électrique de puissance. Vous avez des pompes ici qu'on voit. On entreaperçoit un vase d'expansion qui est derrière. Il y a des cuves pour récupérer l'eau. Et puis pareil, côté SIG, vous avez aussi des pompes. Et puis après, il y a un échangeur de chaleur qui est là-bas derrière, mais on ne le voit pas sur la photo. Et donc globalement, voilà, cet équipement-là, alors évidemment, il va être proportionnel à la taille du champ solaire. Plus le champ est grand, plus les pompes vont être grosses. Mais globalement, vous n'avez pas d'effet d'échelle en dessous d'un mégawatt. Et dès lors que vous passez les 1 mégawatt, là, vous commencez à avoir des effets d'échelle qui font que ça devient de plus en plus compétitif. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas de concurrents dans le créneau. Alors, on a des concurrents qui en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont adapté des capteurs plans et ils en ont fait, en gros, ils ont mis 5 capteurs plans côte à côte et ils ont fait des grands panneaux que nous, on ne peut pas faire, du coup, parce qu'on est limité, en fait, les 10 tonnes de pression par mètre carré, c'est avec 2 mètres carrés, ça serait impossible à gérer la pression. Donc en gros, nous, on est contraint d'avoir un panneau de 2 mètres carrés. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, en résidentiel, on a aussi des panneaux de 2 mètres carrés. Par contre, aller faire des grandes installations, on va faire 15 mètres carrés par 15 mètres carrés. Et donc, ils ont adapté le capteur plan, et les tubes aussi, d'ailleurs. Ils font des collecteurs qui ont une trentaine de tubes côte à côte, qui sont de plus gros diamètre. Par contre, ils sont toujours autant contraints, en fait. C'est pas parce que vous avez un panneau de 15 mètres carrés que vous montez plus haut en température et que vous êtes plus efficace. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est dès lors qu'il y a un besoin supérieur à 70 degrés, on va venir être beaucoup plus efficace que ces technologies-là, qui ont exactement la même efficacité que si elles étaient dans un cadre résidentiel. Oui, mais justement, dans le créneau 80-200 degrés, il n'y a pas de compétition. Alors, encore une fois, il y a ces gens-là du coup, qui essayent de rentrer sur le créneau, mais globalement, alors après, c'est pas forcément objectif, mais globalement, on a la meilleure proposition de valeur, puisqu'on a un produit qui est vraiment adapté et qui a été fait du départ, qui a été pensé justement pour venir adresser cette tranche de température. Et autrement, il n'y a personne qui a réussi à vous copier la technologie. Ça, non. Ouais. Ça, il y a 7 ou 8 ans, il y a 2 panneaux qui sont partis en Chine, qui ne sont jamais revenus. Et pour le moment, on n'a pas de... Ah ouais, ça c'est mauvais signe. Non, on n'a pas été copié. En fait, la raison pour laquelle on n'a pas été copié, c'est que finalement, malgré qu'on ait 180 brevets, il y a plein de choses qu'on n'a pas brevetées par stratégie et qui sont
du savoir-faire qui s'obtient par itération. Et en fait, vous avez beau demain mettre 200 personnes à essayer de copier le panneau, en fait, c'est pas en faisant du rétro-engineering, en le prenant, en le démontant, en regardant comment c'est fait, que vous allez vraiment comprendre quelle est la recette pour faire telle ou telle partie du panneau. Donc non, pour le moment, ça n'a pas été copié. Et puis les frais de maintenance, alors c'est surtout dans les pompes, dans Ouais, la tout à fait. station de On pompe. est en fait sur de la maintenance qui est très standard pour un système thermique. Vous avez des pompes, des capteurs de pression, de température, des filtres à nettoyer, voilà, des capteurs à recalibrer, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Et puis en Suisse, tu as une idée du potentiel au niveau industriel que vous pourriez... Parce que tu as parlé de 31%, mais c'était des statistiques européennes ou... Oui. Ouais. Même mondial d'ailleurs. Mondial. On est un peu moins industrialisé, donc ça doit être peut-être un peu moins en Suisse. Alors je crois que c'est en terawattheure quand même la consommation de chaleur en Suisse. De mémoire, je crois que réseau de chauffage à distance, on est à 5 ou 6 terawattheures. Industriel, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est aussi en terawattheure. Donc c'est des millions de mètres carrés. Après, est-ce qu'on a la volonté et la place surtout de vouloir mettre ces millions de mètres carrés pour décarboner? Donc tout ça reste très théorique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a largement de quoi faire. Pour le moment, si on voulait faire plus, on pourrait faire plus. Et justement, à propos de la classe, moi j'avais justement un point par rapport à ça, parce que là vous opposiez photovoltaïque et thermique. En gros, la place vous cherchez les mêmes espaces en fait. Si on parle d'équiper des toitures, par exemple. Et est-ce que moi, ce qui me chagrine entre guillemets, c'est on a besoin des deux, donc c'est embêtant d'avoir des solutions qui finalement pourraient se cannibaliser ou. Enfin voilà, donc je tique. Et puis de s'installer en plein champ, ça prend des terres qui sont peut-être potentiellement utiles à l'agriculture. Comment vous voyez les perspectives de développement là-dessus? Alors c'est vrai que j'aime pas opposer photovoltaïque et thermique parce qu'en fait finalement oui on est concurrent sur l'espace à disposition, mais on n'est absolument pas concurrent sur ce qu'on vient proposer en termes d'énergie. Ouais. Mais du coup, justement, on a besoin des deux. Oui, bien sûr. Par contre, ce qui va se passer, c'est que souvent, le solaire thermique a plus de contraintes que le photovoltaïque. Le réseau électrique, il est beaucoup plus déployé que de réseau thermique. Donc, en fait, souvent, ce qui va se passer, ça va plutôt être l'inverse. Ça va être de dire, vous avez par exemple une friche industrielle sur laquelle on pense pour vouloir mettre du photovoltaïque. Est-ce qu'il ne faut pas regarder justement dans ce cas-là s'il n'y a pas un réseau de chauffage à distance qui passe à proximité? Parce que dans ce cas-là, ça fait plus de sens de venir conserver cette friche pour mettre du solaire thermique que du photovoltaïque qui va pouvoir être mis finalement à peu près partout parce qu'encore une fois, le réseau électrique est beaucoup plus déployé. Donc souvent, nous, on a quand même plus de contraintes et on ne peut pas imaginer mettre du solaire thermique aussi facilement qu'on est capable de mettre du photovoltaïque. Après, quand on est sur un site industriel, moi ce que je dis toujours, c'est regarder en fait les consommations que vous avez. Est-ce que vous avez beaucoup plus de consommation électrique que de consommation thermique? Typiquement, je prends un exemple, une usine qui produirait de la confiture, en fait elle va avoir 80% de sa consommation, ça va être la cuisson des fruits. Et donc en fait elle va consommer très peu d'électricité, 80% de chaleur. Donc là on a de l'espace à disposition. Est-ce que ça fait pas plus de sens de venir mettre du solaire thermique dans ce cas-là que du photovoltaïque pour venir décarboner l'électricité? Parce qu'une fois que vous aurez mis le photovoltaïque et que vous se serez dit super génial, j'ai décarboné les 20% là, que j'utilise en électrique, derrière vous savez que vous n'avez plus l'option solaire thermique pour venir décarboner en partie la chaleur. Alors après vous avez d'autres options, hein. On en a parlé, il y a le bois,
Après, il y a la géothermie, mais est-ce que ça s'applique vraiment à un site industriel? Pas sûr. Après, il y a le biogaz, il y en a en quantité limitée. Et après, vous avez pompe à chaleur, ça revient à du coup électrifier entre guillemets les besoins en chaleur. Et puis le rendement du thermique, en plus, si je dis pas de bêtises, on fait un x3 par rapport au rendement du photovoltaïque. Donc à la même surface, on a quand même beaucoup plus d'énergie à récupérer. Mais il faut que ce soit vraiment appliqué à des applications qui nécessitent de la chaleur en moyenne température. Ouais, tout à fait. Ouais, l'autre avantage du thermique, c'est que c'est toujours de l'autoconsommation, alors que le photovoltaïque, au moins le problème, c'est en été, surtout sur du résidentiel, c'est un minimum de consommation, puis c'est une majorité. Alors aujourd'hui, SIG, ça leur convient bien de recevoir du courant du photovoltaïque l'été, mais à terme, de toute façon, on produit beaucoup trop en été, ça va provoquer des problèmes de réseau. Donc il faut maximiser l'autoconsommation pour le photovoltaïque. Et c'était ça mon raisonnement, c'était du coup pour des sites industriels qui peuvent à la fois avoir de l'autoconsommation en photovoltaïque avec des processus et aussi du coup avoir du photothermique pour les processus en fait. Pour le photovoltaïque résidentiel, moi je pense que la meilleure solution, maintenant chez moi j'ai des panneaux thermiques sur le toit, et je pense que la meilleure solution c'est un Français qui a fondé cette société qui s'appelle Zenitrac, et il fait du photovoltaïque potager. En fait, ce qu'il préconise, c'est qu'on met 2 panneaux solaires, voire 4, mais en général avec 2, il arrive à produire. En fait, il a fait un montage avec une ossature en aluminium qui est fait avec des canettes recyclées, et puis il a une petite application. Il met ses panneaux 30 degrés sud-est, 30 degrés sud-ouest, ces 2 panneaux au sol, et puis il a une application qui s'appelle Zenitrac. Il suffit de mettre le mobile dessus, puis tous les 15 jours on va changer l'inclinaison pour être à angle droit avec les rayons solaires, ce qui fait qu'il arrive à par mètre carré, il arrive à doubler la production, et surtout en hiver, il produit beaucoup en hiver. Donc ça, je pense que c'est idéal, c'est vraiment l'idéal. Après l'été, il peut même encore un petit peu stocker de l'eau chaude, donc presque s'assurer Moi, si c'était à refaire, c'est ce que je ferais chez moi. Mais évidemment, il faut avoir un potager, mais déjà, tous les gens qui ont un petit jardin pourraient le faire, la plupart. Du coup, j'aurais une question à propos du stockage. Parce qu'un des problèmes des énergies non pilotables comme soleil et vent, c'est le stockage de l'énergie. Surtout, je ne sais pas si on prend le marché européen en grand, que tout le monde se met à faire des énergies renouvelables à foison. On se retrouve un peu avec des moments de pic et de bas qu'on ne sait pas trop compenser. Si on pense au thermique, est-ce qu'il y a un moyen vu que c'est de l'eau, de stocker Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets comme ça Ouais. Alors c'est une très bonne question, et vous avez raison de préciser, le stocker de l'eau finalement c'est assez facile. Là pour le coup on a un avantage sur le photovoltaïque, c'est que l'électricité se stocke très mal ou difficilement. Stocker de l'eau jusqu'à 100 degrés, c'est très très facile. Vous avez une grosse cuve comme vous voyez là à l'écran qui est isolée. Donc là pour le coup on a un isolant laine de roche. Et cette cuve en fait elle est stratifiée, donc le haut de la cuve va être à 90 degrés par exemple, le bas de la cuve va être à la température de retour du réseau, donc ça peut être 60-70 degrés. Et vous allez venir alimenter cette cuve, et petit à petit la cuve va se remplir, donc plus elle se remplit, plus le 90 degrés en gros atteindra le bas du panneau. Et c'est relativement facile à mettre en place, relativement facile à exploiter. Il n'y a pas beaucoup de maintenance, et puis c'est peu cher en fait à mettre en place. Donc ça se fait très très bien. Après, ça devient plus complexe quand on est au-delà des 100 degrés.
puisque là on doit être sous pression, donc c'est du stockage sous pression, et donc c'est tout de suite un peu plus compliqué et plus coûteux. Mais en tout cas, tant qu'on reste sous les 100 degrés, des technologies comme ça fonctionnent très très bien. Et d'ailleurs, on voit apparaître des entreprises qui veulent tirer parti un petit peu justement du fait qu'en été, il y a des fois des surplus d'électricité à disposition, et donc du coup le coût d'électricité devient nul, ou même on vous paye pour reprendre l'électricité. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un stockage stratifié comme celui-là, et puis ils mettent une résistance électrique. Quand l'électricité est à zéro, on vous paye, ils chargent la cuve, et puis après ils viennent revendre ça au réseau de chauffage à distance. Voilà. Mais ça, c'est le stockage court terme. Mais c'est purement court terme. Pour gros problème, ce sera le stockage saisonnier, quoi, parce qu'à part le pompage, turbinage, les barrages, quoi, on n'a pas grand-chose. Il y a des expériences qui ont été faites sur des coopératives immobilières, tout ça, sur du stockage saisonnier haute température. Alors, c'est pas avec de l'eau, parce qu'il y a des problèmes avec de du pression, sable. tout ça. Voilà, du sable. C'est une compagnie finlandaise qui fait ça. Les Finlandais, ils ont sorti un truc. En France aussi, il y a un truc ouais. qui s'est fait comme ça, et ça permet de stocker à plus haute C'est à la cuve, température. il y a du sable, non? Et l'eau chaude est au c'est hyper isolé. L'eau chaude monte au milieu, puis le sable conduit relativement mal à la chaleur. Donc la chaleur, le centre est toujours beaucoup plus chaud que le semi-léger. Enfin, jusqu'à ce qu'il arrive à chauffer jusqu'à l'extérieur. Donc, j'ai vu qu'en Finlande, ils arrivaient à faire du stockage de l'été sur l'hiver. Hein. Ah ouais? Ouais, exactement. Ah, quand même. Oui. Ouais. Ouais, non, alors là, c'est stockage au sable, et effectivement, ça commence à être commercialisé. Donc je pense que c'était encore en recherche et développement toutes ces dernières années. Et puis là, il y a une première société finlandaise qui le commercialise. Après, il y a aussi du stockage saisonnier en eau. C'est des grosses bassines, tout simplement. Ouais, les barrages. Alors, c'est pas tout à fait des barrages, c'est vraiment là, on vient creuser puis faire un énorme bassin avec un liner en fait, et puis à la surface, vous mettez aussi une sorte de matelas isolant, un peu comme avec les piscines, quand on veut garder sa piscine au chaud. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez charger ce gros bassin. Alors, ça peut faire plus de dizaines de milliers de mètres cubes, hein. C'est 10, 20, 50. Là, on travaille actuellement sur un projet en Europe de l'Est. C'est 430 000 mètres cubes d'eau. Donc c'est vraiment un immense bassin. On a un champ solaire à côté qui va faire 60 000 mètres carrés. Et en fait, le champ solaire, l'été, comme le réseau de chauffage à distance est complètement à l'arrêt, puisqu'en fait, ils ne font que le chauffage, donc il y a vraiment zéro consommation en été, on va venir charger ce stockage saisonnier. On va venir charger ce stockage saisonnier-là, et l'eau sera utilisée à partir du mois d'octobre, en fait, dès que la saison de chauffe commence, octobre, novembre, décembre. Et a priori, les calculs en fait montrent que c'est même pas jusqu'au mois de décembre, c'est-à-dire que vous avez 430 000 mètres cubes d'eau chauffée à 90 degrés qui, au mois d'octobre, seront plus qu'à 40 ou 50. Vous allez mettre ça dans une pompe à chaleur, et puis vous allez quasiment vider le stock à fin novembre. Ce qui fait qu'on améliore encore le rendement, parce qu'on a de l'eau froide, du coup ça améliore encore le rendement des capteurs derrière. Tout à fait, ouais, exact. On n'est pas obligé de fonctionner à aussi haute température, en tout cas l'hiver. Ouais. C'est l'été, on va essayer de le charger à la plus haute température possible, mais là ça pose pas de problème parce qu'atteindre 90 degrés c'est assez facile. Et en hiver, effectivement, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 90 degrés, on peut très bien se contenter de 50-60, et donc l'efficacité des capteurs est augmentée. Ouais. Et un réservoir comme ça tient une température raisonnable pendant combien de temps? C'est, on va dire, journalier. Donc en général, vous allez le charger la journée, et puis vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'au lendemain matin. Et vous allez vraiment perdre quelques degrés. Donc c'est relativement efficace. Super. L'ordre de grandeur de prix d'un capteur à mètre carré, quelque chose comme ça. Alors il faut voir pour une installation moyenne, mais c'est... Ouais, on va être sur les installations qu'on fait le plus souvent entre 2000 et 5000 mètres carrés de panneaux, donc ça veut dire un peu plus du mégawatt jusqu'à 3-4 mégawatts. Il faut compter, alors je vais vous donner un prix en euros plutôt européen,
parce qu'on n'a pas fait de si grandes installations en Suisse comme ça, mais on est autour de 700 € le mètre carré. Installé, donc fourni posé. C'est même pas si cher que ça, parce que si on est sur du panneau thermique, on est sur tout compris, hydraulique compris, des stockages compris, on est sur du 1500 à 2300 mètres Alors, carrés. clairement, ça va être nettement moins cher que les prix que vous pourriez avoir en tête sur des installations résidentielles. Ou des petits collectifs. Des petits collectifs, ouais, parce que Il y a facteur d'échelle. souvent, là, il y a le facteur d'échelle qui rentre en compte. Vous mobilisez toute une équipe d'installation pour finalement peu de mètres carrés. Et puis encore une fois, vous avez cette sous-station, que vous soyez sur du collectif ou de la grande installation comme ça, vous avez cette sous-station qui a un coût fixe qui doit être absorbé au mètre. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup parler en coût du mètre carré, parce que finalement ça va dépendre beaucoup de la taille de l'installation. Par contre, en coût du mégawattheure, aujourd'hui on est entre 40 et 80 € le mégawattheure. Donc ça, on retrouve en gros les coûts du mégawattheure obtenus via une chaudière gaz. Clairement, via du mazout, on est encore plus compétitif. Là, ce matin, j'ai étudié un cas à La Réunion, l'île de La Réunion. Ils sont au fioul, il y a énormément de soleil. Vous avez des subventions françaises parce qu'en fait, c'est la France. Donc là, on a des temps de retour sur investissement qui sont de l'ordre de 5 ans. Et puis vous avez un coût du mégawattheure qui est autour de 40 € le mégawattheure. À comparer avec le fuel qui va être autour de 100 €, 110 € le mégawattheure, voire même un peu plus. Qui est importé et qui est très fortement carboné. La dernière, sur des immeubles résidentiels qui sont, en tout cas ici en Genève, sont autour de 6 étages. Il y a plusieurs portes d'entrée par exemple. C'est plutôt faisable dans le sens que est-ce que ça va pouvoir alimenter suffisamment ou ça c'est indépendant Alors on en a fait deux, je vous en ai pas parlé, mais on a fait 2 installations à Genève où on fait à la fois du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et du froid en été, avec un bureau d'ingénieurs partenaire qui s'appelle SB Technique, qui en fait a mis au point ce concept-là. Vous savez qu'à Genève, il y a la clause du besoin, donc en fait vous ne pouvez pas faire de froid de confort si vous justifiez pas la nécessité en gros d'avoir besoin de froid. Et en fait, le projet a été accepté par l'OCEN parce que justement on faisait du froid avec une consommation d'électricité qui était très faible par rapport à un compresseur froid standard, puisqu'une machine à absorption elle va avoir une consommation électrique très faible par rapport au nombre de kilowattheures froid qu'elle va produire. Et en fait, pour compenser cette électricité nécessaire, il a ajouté un petit peu de photovoltaïque. Donc en fait, ça donne quoi? Ça donne une installation qui va venir solaire thermique à côté d'une installation photovoltaïque. Vous avez du stockage eau chaude, eau froide. Vous avez, je crois, une pompe à chaleur aussi. Et en fait, ce concept énergétique au global vous permet d'avoir du froid 100% renouvelable l'été. Alors, une partie, c'est du froid de confort. Et puis, vous allez faire vraiment une infime partie du chauffage. Et par contre, toute l'eau chaude sanitaire l'été, vous allez pouvoir le faire. La problématique, c'est que plus, en gros, il y a de nombre d'étages par rapport à la surface disponible, plus en fait votre installation elle va contribuer à moindre mesure en fait, parce qu'il faudrait plutôt avoir un étage et puis un immense c'est pas des immeubles comme à Hong Kong de 20 tonnes, je sais pas 40, mais de 6 ici. Ouais. Non, souvent le solaire thermique devient une option où en fait là pour le coup les 2 installations qu'on a fait on était une option et puis le maître d'ouvrage a décidé d'ajouter l'option solaire pour encore être plus décarboné et avoir un concept énergétique qui était encore plus décarboné que ce qu'il pouvait avoir. Mais la contribution elle va être relativement faible, surtout dès qu'on commence à avoir 6-7 étages. Ça c'est certain. Bien. Plus de questions? Alors,
Merci Florent, bravo. Eh ben, merci à vous. C'est un beau produit. Oui.